Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Michael van der Schulenburg, ancien diplomate des Nations Unies, qui a passé 34 ans au sein de l'organisation. Bienvenue dans l'émission. Merci. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de l'importance de la paix, de la compréhension et de la crédibilité dans l'établissement de règlements pacifiques. C'est un sujet que vous connaissez très bien. En tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, vous avez passé 34 ans dans des missions de paix et de développement pour les Nations Unies. Et vous avez également vécu dans différentes régions, y compris des zones de conflit, où vous travaillez. Je pense que c'est important, car comme je l'ai dit, la confiance, la compréhension et la crédibilité sont toutes très importantes. Je pensais que nous pourrions commencer de manière un peu plus générale sur ce sujet, puis nous pencher davantage sur l'actualité, comme l'Alaska, et sur la façon dont cela se construit. Mais pensez-vous que l'un des défis de notre époque soit le manque de confiance et de compréhension? Je pense que c'est le défi de notre époque. Je pense qu'il n'y a pas de confiance entre les gens aux États-Unis. Il n'y a pas de confiance au sein de l'Union européenne parmi ses citoyens. Il n'y a pas de confiance dans ce que font les politiciens. Je veux dire, il n'y a pas de confiance envers les élites politiques. Il n'y a pas de confiance entre la Russie et les autres. Et pas de confiance en eux non plus. Et ainsi de suite. Toutes ces choses, vous savez, si vous négociez pendant une guerre, il ne faut pas oublier que vous avez affaire à deux parties qui, en dehors de la salle de réunion, sont en train de s'entretuer. Et c'est le niveau de confiance le plus bas que l'on puisse avoir. On tue parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre, parce qu'on pense que l'autre va nous faire du mal. Et donc on se sent obligé de tuer cette personne ou ces personnes. La confiance est donc quelque chose de très important. Si nous sommes toujours aussi impatients à propos des discussions d'Istanbul et de ce genre de choses, je ne comprends pas. Je veux dire, la plus grande guerre à laquelle j'ai participé était la guerre Iran-Irak. Et il a fallu au secrétaire général de l'époque, Pérez de Cuéllar, qui était encore un vrai secrétaire général de l'ONU, malheureusement, nous n'avons plus cela aujourd'hui, d'aller et venir sans cesse. Et il a fallu 3 ans pour qu'ils se mettent d'accord sur un cessez-le-feu. C'est parce qu'il n'y avait pas de confiance. Les gens pensent que s'ils cèdent à l'autre, il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils négocient. Il s'agit aussi de savoir si ce qui a été négocié sera ensuite respecté par l'autre partie. C'est presque une question encore plus importante. Vous savez, quand on regarde le début des discussions de Trump avec les Russes, je pense qu'il s'en est bien sorti au début. Il leur a proposé de reconnaître le Kremlin, de reconnaître qu'il ne devrait pas y avoir d'OTAN et tout le reste. Cela ne s'est pas concrétisé parce que Poutine ne pouvait pas faire confiance à Trump pour tenir ses promesses. C'est ça le problème. Sinon, je pense que nous aurions eu la paix depuis longtemps. Il ne pouvait pas faire confiance. Et la raison pour laquelle il ne pouvait pas faire confiance à Trump était en grande partie à cause des Européens, qui disaient en même temps « Oh, nous allons simplement attendre 3 ans et demi jusqu'à ce que Trump parte. » Et puis, nous faisons toutes ces choses avec l'OTAN et tout le reste encore une fois. Donc je pense que c'est une question de confiance. Et quand j'écoute tous ces universitaires, elle est souvent perdue. Parce que, bien sûr, quand on est assis à la table, on ressent les choses différemment quand on parle aux gens. La confiance est notre plus grand problème. Et je pense que c'est aussi pour cela que la réunion en Alaska était si importante. C'était un exercice typique de renforcement de la confiance. C'est ce que l'on fait quand on veut instaurer la confiance entre les gens. Au final, une personne doit faire confiance à l'autre. Un président doit faire confiance à l'autre président, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi je pense que cette réunion
a été extrêmement réussi. Eh bien, la confiance est en quelque sorte le lubrifiant qui rend toute coopération possible. Je sais que Reagan a dit « Faites confiance, mais vérifiez ». Mais si vous n'avez pas de confiance, il est très difficile de parvenir à un accord si vous partez du principe que l'adversaire ne va pas le respecter. J'ai un peu fait valoir ce point aussi. C'est pourquoi, pour les Russes, même si nous parvenons à un accord où nous disons « Eh bien, nous n'allons pas étendre davantage l'OTAN » ou « Nous allons mettre fin à ce conflit », s'ils n'y croient pas, la seule solution permanente qu'ils ont alors est de conquérir le territoire. Au moins, dans ce cas, il ne tombera pas aux mains de l'OTAN. Oui. La seule chose qui reste, c'est la guerre. Je veux dire, c'est ce que nous faisons maintenant aussi. Vous savez, c'est la guerre. Si nous n'avons pas de confiance, la seule option est de chercher une solution militaire. Si vous voulez négocier, il faut de la confiance. Et c'est pourquoi je pense que ce qui s'est passé en Alaska est si important. Oui, parce que ce manque de confiance va dans les deux sens. Je pense qu'il n'y a plus de confiance de la part des Européens envers les Russes non plus. C'est-à-dire que même lorsque la guerre est en train d'être perdue ou a déjà été perdue, il y a toujours une préférence pour continuer, même si nous ne pouvons pas gagner. C'est assez remarquable. Mais je voudrais aussi me tourner vers la question de la compréhension, car pour moi, c'est l'un des aspects les plus frappants. Le manque de compréhension de nos adversaires. Parce que je n'entends plus jamais de discussion sur nos adversaires. Quelles sont les préoccupations de nos adversaires? Quels sont leurs intérêts en matière de sécurité? J'ai l'impression que nous n'avons plus jamais ces débats. Pendant la guerre froide, il y en avait. C'est-à-dire, de quoi les Soviétiques s'inquiètent-ils? Comment poursuivent-ils ces objectifs? Mais de nos jours, je n'entends jamais personne parler de ce qui inquiète la Chine, la Russie ou l'Iran. C'est toujours ce personnage presque caricatural que nous créons, où toutes ses motivations sont attribuées à sa bellicosité intérieure, ou à ses ambitions impérialistes, ou à quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Je trouve cela également dangereux. Je suis simplement curieux. Qu'en penses-tu? Pourquoi n'y a-t-il aucune compréhension de nos adversaires? Je sais qu'en Allemagne, vous avez une expression « quelqu'un qui comprend Poutine ». J'en fais partie, vous savez. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais j'essaye de comprendre. Vous savez, Glenn, le problème, c'est l'absence de diplomatie de nos jours. Je veux dire, nous n'avions même pas cela pendant la guerre froide. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes probablement dans une situation plus dangereuse, aussi à cause du développement des systèmes d'armes que pendant la guerre froide, parce que nous n'avons plus de diplomatie. Et vous savez, lorsque vous négociez, il y a 3 points très simples à suivre. Le premier, c'est qu'il faut montrer du respect envers l'autre partie. Regardez par exemple comment nous traitons Poutine. Il n'y a probablement aucun respect, tout simplement. Deuxièmement, il faut commencer à écouter l'autre. Et troisièmement, il faut essayer de comprendre l'autre partie. C'est aussi vrai pour les militaires d'ailleurs. C'est toujours pareil. C'est la même chose dans nos familles. Si j'ai un conflit avec ma femme, je ne devrais pas perdre le respect. Je devrais écouter ce qu'elle a à dire et essayer de le comprendre. Et comprendre ne veut pas forcément dire être d'accord avec l'autre. Mais dès que vous montrez que vous comprenez l'autre, vous enlevez déjà beaucoup d'agressivité à un conflit. Et c'est une question diplomatique. Ce sont en réalité des règles très simples, mais très difficiles à suivre en temps de guerre. Mais nous ne les respectons plus, et cela rend la situation extrêmement difficile. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus dangereuse, même par rapport à la guerre froide. Et je voulais revenir sur ce point
parce que je pense que c'est l'un des succès de cette réunion. Mais bon, je vous laisse en juger. Non, j'aimerais également passer à ce sujet. Mais je souligne souvent que c'est aussi un test de propagande pour évaluer notre capacité à comprendre nos adversaires. Autrement dit, êtes-vous capable de formuler la position de l'autre camp? Pouvez-vous mettre des mots dessus? Si les gens ne sont pas capables, soit ils ne savent pas, soit ils savent quelle est la position, par exemple celle de la Russie, mais ils se sentiraient trop mal à l'aise pour même prononcer les mots. Ils ont un problème très profond à gérer. Je veux dire, je fais souvent remarquer, je peux comprendre. Si je conseillais l'Iran, je penserais qu'obtenir l'arme nucléaire maintenant est la meilleure approche. Je pense que ce serait une idée horrible pour moi, mais je peux comprendre pourquoi ils estiment avoir besoin d'un moyen de dissuasion. Je peux voir pour la Russie pourquoi elle poursuit les politiques qu'elle mène. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord, mais l'incapacité à reconnaître la position de l'adversaire est assez remarquable. Je ne comprends tout simplement pas comment nous en sommes arrivés là. Nous avons toujours dit que l'autosatisfaction morale de chaque camp alimente la guerre. L'autosatisfaction morale signifie que l'on est tellement convaincu d'avoir raison. Regardez la proposition de l'UMMO. Ces 5 points qu'ils ont soumis pour influencer les négociations. Que contient cette proposition? Encore une fois, la guerre d'agression non provoquée, illégale selon le droit international, menée par la Russie pour s'emparer de territoires. Si l'on voit le monde ainsi, et que l'on continue à le voir de cette façon depuis 3 ou 4 ans, il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. C'est de l'autosatisfaction morale. Nous répétons sans cesse ce que nous disons, et cela nous rend aveugles à la recherche d'une solution. Et c'est pourquoi l'Europe ne peut pas négocier la paix avec la Russie à l'heure actuelle. Oui, l'autosatisfaction morale. Je pense que c'est un bon point. C'est aussi pour cela que nous nous retrouvons dans cette situation où les Européens exigent de pouvoir participer aux négociations. Ce qui semble raisonnable étant donné qu'il s'agit d'une guerre européenne. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas parler aux Russes. Mais les exigences avancées par l'UMNOMA, à savoir des réparations massives entre 500 milliards et 1 trillion de dollars, la Russie devant céder tous les territoires et accepter l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est tout à fait extraordinaire, étant donné que les Russes sont en train de gagner et que malgré tout, l'UE exige leur capitulation. Est-ce que cela relève aussi de l'autosatisfaction morale alors? Ou comment le voyez-vous? Oui, l'autosatisfaction rend aveugle. Je veux dire, c'est incroyable ce qui se passe en Europe. Incroyable. Mais je pense que la réunion en Alaska montrera les limites de l'Europe. L'Europe est dans une position très difficile après cela. Donc si cela ne vous dérange pas, je voudrais dire quelque chose à propos de la réunion, parce que je viens de regarder les informations, et il n'y a pas grand-chose maintenant. Et il y a un gros titre, je crois que c'était dans le New York Times, disant qu'aucun accord n'a été trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un immense succès, cette mission, et je pense que nous devrions tous être heureux. Je pense que la réunion en Alaska change la donne. Est-ce que c'est historique? Je ne sais pas. Il faudra plus de temps pour le dire. Mais cela change la donne. Vous savez, la réunion a lieu précisément au moment où l'Ukraine est au bord de l'effondrement militaire. Et l'Ukraine doit maintenant décider. Doit-elle négocier selon les conditions russes, parce que les Russes sont les vainqueurs, ou doit-elle continuer jusqu'à un effondrement militaire et possiblement ensuite un effondrement politique du pays? Et je conseillerais aux Ukrainiens, négocier, négocier.
Ne faites pas confiance aux Européens dans vos négociations. Vous devriez suivre les Russes et les Américains dans ces négociations. Il n'y a pas d'alternative pour vous. Si vous voulez sauver l'Ukraine en tant qu'État indépendant et fonctionnel, vous devez agir très rapidement. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à cela. Vous savez, quand on regarde ce que l'Europe a fait ces dernières semaines, les exigences, vous savez, la coalition des volontaires pour envoyer des soldats, soi-disant casques bleus, en Ukraine, l'insistance de Merz pour acheter des Typhoons et envoyer des porte-avions attaquer Moscou. Et vous savez, il va encore plus loin en disant que cela ne mènera pas à une guerre nucléaire. Si nous pensons que des soldats de l'OTAN ont aidé à tirer ces missiles de moyenne portée sur la Russie, en Allemagne surtout, nous avons annoncé que nous aurons une guerre avec la Russie. Nous devons nous préparer à une guerre avec la Russie en 2029. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie pour la Russie? Et c'est intéressant, c'est l'année 29, parce que c'est l'année où Trump ne sera plus président. Je veux dire, c'est presque incroyable ce que nous faisons là-bas. Nous parlons de guerre. Nous parlons de plans pour prendre Kaliningrad par vengeance, parce que c'est une enclave qui serait facile à conquérir militairement. Je veux dire, c'est incroyable. C'est un territoire russe. Et nous disons que nous arrêterions la flotte fantôme de la Russie dans les eaux internationales. Ce sont tous des actes de guerre de la part des pays de l'OTAN. Et croire que la Russie ne répondrait pas par la force, y compris par la force nucléaire contre eux, c'est tout simplement insensé. Et c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, le grand avantage de la réunion en Alaska, c'est que cela n'arrivera plus. L'Europe se retrouve désormais seule. C'est très très clair. Les États-Unis ne soutiendront pas ce type d'aventurisme pour renverser le cours de la guerre et empêcher l'Ukraine de la perdre. Cela n'arrivera plus, et nous devrions en être très heureux. En fait, pour ma part, quand j'ai écouté la conférence de presse, je veux dire, je ne suis pas un partisan de Trump, comme vous pouvez l'imaginer. Pas du tout, en réalité. Je me suis dit, vous savez, on dit toujours que Trump est fou et imprévisible et tout le reste. Mais regardez nos propres dirigeants. Merz, Macron, Starmer, von der Leyen, Rutte. Je veux dire, comparé à eux, quand je regarde cette réunion là-bas, Trump les surpasse de loin. Je veux dire, c'est vraiment nous les fous. C'est nous les fous. Pensez que nous sommes en train de provoquer une guerre nucléaire avec la Russie, alors que nous vivons en Europe. Je veux dire, nous serons les premiers à être tués. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Et il n'y aura aucune négociation avec la Russie, aucune voie diplomatique pour essayer de résoudre cela autrement. Il ne s'agit que d'utiliser la force, les menaces, et de réfléchir à toutes sortes de moyens de nuire à la Russie afin d'éviter une défaite en Ukraine. Et je pense que c'est de la folie pure. De la folie pure. Et maintenant, Trump apparaît comme une personne plus raisonnable. Et je pense que nous devrions en être reconnaissants. J'ai du mal à le dire en même temps. Oui, je pensais aussi à cela, quand j'ai vu ces images de Poutine arrivant en Alaska, que cette rencontre reconnaît désormais la Russie comme une grande puissance mondiale. Et si vous pensez que cette guerre a commencé en essayant de pousser la Russie à devenir au mieux une puissance régionale, à la retirer de la carte géopolitique, en la coupant de la mer Noire, en intégrant des pays comme la Géorgie, l'Ukraine et la Moldavie à l'OTAN, et ainsi de suite, pour l'encercler complètement, cela a eu exactement l'effet inverse. Et ce qui se passe actuellement en Alaska est essentiellement une reconnaissance des résultats de cette guerre. La Russie l'a remporté. La Russie sera désormais le pays fort. L'Union européenne, qui pensait pouvoir utiliser une guerre pour s'unir et faire de l'Europe une grande puissance capable de rivaliser avec la Chine et les États-Unis, car c'est vraiment le plan de von der Leyen et de ces gens-là, a échoué. Je ne serais pas surpris que d'ici 2 ans,
l'Union européenne vacille. Je veux dire, cela finira au moins par se briser quelque part. Cela ne disparaîtra pas, mais cela se brisera d'une manière ou d'une autre à cause de nos politiques dans la guerre contre la Russie. Et l'autre perdant, c'est bien sûr l'Ukraine. Donc ce que Trump a vraiment fait, c'est recevoir le vainqueur de cette guerre. C'est généralement ce que l'on fait. Oui. Et ce qui montre à quel point ils étaient confiants dans toute cette affaire, c'est que aucun des deux camps n'avait de haut gradé militaire avec eux. Donc, visuellement aussi, quand on regarde les équipes qui se sont rencontrées là-bas, il n'y avait pas une rangée de généraux avec toutes leurs médailles et ce genre de choses. Non, c'est presque comme si la guerre était terminée et qu'il n'était plus nécessaire de parler de questions militaires. On parle maintenant d'autres sujets, des relations avec la Russie. Je veux dire, la Russie invite le président américain à venir à Moscou. Impensable. Mais il n'a pas dit non. Et donc, je pense que les relations avec la Russie seront très importantes. Les relations économiques, il parle de l'Arctique, de l'espace, et heureusement aussi du contrôle des armements et de choses de ce genre. Il y a donc des sujets très importants sur la table qui vont déjà au-delà de la guerre en Ukraine. D'une certaine manière, ils ont dit que la guerre en Ukraine appartient au passé. Et la deuxième chose, c'est que Trump n'a plus insisté sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Du moins, nous n'en avons plus entendu parler. Et cela signifie qu'il reconnaît qu'il faut d'abord discuter des causes profondes. Et il permet en fait à la Russie de poursuivre la guerre. Je veux dire, il n'y a eu aucune critique à ce sujet. Ici aussi, c'est une reconnaissance que les réalités ont désormais changé. Elles sont désormais différentes. Ils ont probablement, ou ils n'ont pas, je ne sais pas. Ils n'ont rien dit sur le fait qu'ils aient vraiment des paramètres pour mettre fin à la guerre, ou sur ce qu'ils sont. Mais il ne s'agit sûrement pas d'un cessez-le-feu inconditionnel, d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Donc je pense qu'ils reconnaissent que la Russie a une revendication selon laquelle l'Ukraine devrait rester un pays neutre. Ils ont une revendication pour protéger la population russe. Ils ont une revendication pour avoir accès à la mer Noire. C'est une reconnaissance. Et Poutine devrait partir. Et puis la troisième chose, qui me semble être la conséquence, c'est que nous savons que les États-Unis vont désormais se retirer de la guerre en Ukraine, du moins militairement. Je veux dire, ils l'ont déjà annoncé à de nombreuses reprises. Dans cette interview avec Vance, il y a tout juste, je crois, une semaine sur Fox News, les États-Unis ont déclaré qu'ils ne continueraient pas à soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine. Cela signifie que les Européens se retrouvent désormais seuls. Et comme les Européens ne peuvent pas se permettre cette guerre, n'ont pas la capacité d'escalader ce conflit, tous leurs plans, que j'ai mentionnés précédemment, sont désormais essentiellement caducs. Et j'en suis très heureux, parce que c'est tout simplement insensé. L'Europe doit donc se réorienter d'une manière ou d'une autre. L'Ukraine devra se réorienter. Ils savent maintenant qu'ils ne seront pas sauvés par les Européens, car l'Europe ne peut pas les sauver. Donc leur seule option, s'ils agissent de manière rationnelle, est de se précipiter pour parler d'abord avec Trump, puis avec Poutine. Je veux dire, ils doivent trouver un accord. Et je pense que cela ne devrait pas être un si grand problème. Je veux dire, les territoires que la Russie revendique n'ont été annexés à l'Ukraine qu'en 1922. 1922. La péninsule de Crimée seulement en 1954. Je veux dire, l'Ukraine pourrait très bien survivre sans ces territoires. Cela en ferait peut-être même un pays plus cohérent, car ça mettrait davantage l'accent sur le fait que l'Ukraine est l'Ukraine et pas simplement, vous savez, la Russie, avec quelques dialectes locaux de l'ukrainien.
Non, l'Ukraine pourrait, je veux dire, Kiev resterait toujours une grande capitale européenne. Odessa restera toujours un grand port. Ils auront Lviv tourné vers l'Union européenne et Kharkiv tourné vers la Russie. Je veux dire, cela reste un très grand pays. Et s'ils continuent la guerre, je veux dire, tous les jeunes qu'ils perdent, toutes les personnes qui fuient le pays, la dépopulation, la destruction de toute forme d'industrie, d'électricité, de tout ce qui existe, vous savez, c'est énorme. Je veux dire, s'ils continuent la guerre, ils ne survivront pas en tant que pays. Et vous savez, il y a même le risque qu'ils perdent Odessa. Parce que la chose rationnelle pour la Russie, bien sûr, si aucun accord n'est trouvé, c'est de prendre Odessa, car alors ils auraient vraiment décapité l'Ukraine. Et ils devraient l'empêcher, et nous devrions tous les aider à y mettre fin. L'Europe ne le fait pas parce qu'elle dit « Oh, il faut continuer la guerre, sinon la paix serait injuste ». Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est détruire l'Ukraine. C'est aussi le point que je soulève. Parce qu'en Europe, on nous présente toujours comme immoraux d'accepter une telle perte face à la Russie. Mais comme vous l'avez dit, chaque jour la situation empire pour les Ukrainiens. Cela signifie plus d'Ukrainiens tués et en fuite, moins de territoire et toutes les infrastructures détruites. Le pays qui sera reconstruit ensuite, le pays pourrait s'effondrer. Pour beaucoup de gens, cela était assez prévisible. C'est-à-dire des personnes comme Henry Kissinger. Il a souligné en 2014 que si nous reconnaissons que la Russie est une grande puissance, et il a dit « je pense qu'elle l'est », alors nous devrions chercher où nous pouvons harmoniser nos intérêts. Parce que si vous les attaquez sur tous les fronts, eh bien, à mon avis, vous vous retrouvez dans une situation où le gagnant rafle tout. Donc c'est tout ou rien. Et pour quelqu'un qui enseignait la stratégie de sécurité et la stratégie militaire à l'université, j'ai souligné que c'est la pire position dans laquelle on puisse se trouver, car alors les pays sont prêts à tout risquer. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Je veux dire, vous avez mentionné Kaliningrad, comme si, oh, il serait facile d'envahir Kaliningrad, parce qu'elle est entourée de pays de l'OTAN, qu'elle est un peu exposée. Mais ensuite, il y a 1 million de Russes qui vivent à Kaliningrad. Vont-ils être expulsés de force? Vont-ils vivre sous occupation de l'OTAN? 1 million de Russes. Je veux dire, la Russie va-t-elle simplement capituler et dire « Bon, d'accord, je suppose que nous l'avons perdu ». Que se passe-t-il le lendemain? Quelles sont les conséquences? C'est juste qu'ils peuvent dire ces choses. C'est comme des discours de fin du monde. Et ils le disent avec tellement de, vous savez... À Kaliningrad, il y a des ogives nucléaires stationnées. Je veux dire, que pensez-vous qu'il va leur arriver? Vont-ils les démonter et les remettre à un soldat allemand? Non, bien sûr que non. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais l'autre chose, Glenn, c'est que l'Europe n'a plus d'alliés. Nous avons toujours dit que nous voulions isoler la Russie, mais cela ne s'est pas produit. La Russie a maintenant été invitée en Inde. Ils iront très probablement avec Modi aux célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Vous savez, je veux dire, ils ne sont pas isolés. Et leur économie se porte en fait étonnamment bien, contrairement à la nôtre. Donc, l'Europe agit contre ses propres intérêts. Pourquoi les Allemands n'ont-ils pas sauté sur l'occasion lorsque Trump a commencé à parler aux Russes? Ça aurait été le moment de reconnaître que nous avons suivi une mauvaise politique, que nous devons nous entendre avec la Russie. Nous devons nous entendre avec la Chine. Regardez von der Leyen, comme elle s'est comportée de façon arrogante à Pékin. Mais qu'est-ce que l'Union européenne? Très bientôt, l'Union européenne ne représentera plus que 4,5% de la population mondiale, et son PIB, selon Pricewaterhouse, tombera à 9% de la production mondiale.
Je veux dire, qui sommes-nous? Nous sommes encore riches, bla bla bla. Mais nous sommes très loin d'être une superpuissance. Et heureusement. Et je n'aime pas l'idée de l'Union européenne comme superpuissance. Nous devrions être une puissance de paix. C'est pour cela que nous avons été créés. Donc je pense que c'est un tournant l'Alaska. L'Alaska change vraiment la donne. Et cela a empêché cette guerre de dégénérer en guerre nucléaire. Cela a accepté les réalités de la guerre. Quand on veut faire la paix, il faut toujours d'abord accepter les réalités. On ne peut rien changer si on n'accepte pas les réalités. Et la guerre a créé des réalités auxquelles nous ne nous attendions pas. Nous ne nous attendions pas à ce que la Russie perde la guerre. Maintenant, ils ont gagné la guerre. Et en fait, ils vont gagner la guerre. Je veux dire, je ne suis pour personne qui gagne des guerres. Je suis contre toutes les guerres. Nous devrions toujours négocier les choses. Mais il faut reconnaître les faits. Et vous savez, je ne vois actuellement aucun politicien européen prêt à le faire. Je veux dire, c'est notre survie physique à cause de la menace que représente l'antagonisme envers une puissance nucléaire, mais aussi notre survie économique. Je veux dire, nous sommes en train de nous briser. En tant que nation commerçante, l'Union européenne, nous avons coupé nos relations avec la Russie, l'Asie centrale et la Chine et les grands pays. Je veux dire, comment pouvons-nous faire une telle chose? En même temps, nous subissons des droits de douane de la part de Trump de l'autre côté. Nous avons des guerres à la frontière sud. Je veux dire, nous sommes complètement entourés d'actions hostiles. Et nous aggravons la situation en y contribuant encore plus. Que pensez-vous qu'il se passe si nous augmentons vraiment nos budgets militaires à 5%? Déjà maintenant, l'OTAN représente 55% de toutes les dépenses militaires. 70% de toutes les exportations d'armes vont à des États proxy que nous soutenons. Je veux dire, nous sommes un monstre militaire. Et maintenant, nous voulons porter cela à 5%. Si cela devait arriver, ce que je ne pense pas, cela signifierait que alors que l'OTAN ne représente que 10% de la population mondiale, nous contrôlerions 75% de toutes les dépenses militaires dans le monde. Je veux dire, est-ce là la sécurité? Ce n'est pas la sécurité. De plus, entre l'Ukraine et la Russie, la sécurité ne dépend pas des alliances militaires ou des garanties militaires. Non, c'est une question de politique. La sécurité vient de la compréhension de son voisin et de relations franches avec ses voisins, en concluant des accords où l'autre partie ne se sent pas menacée. C'est ça, la réalité. Et si vous êtes un petit État et que vous ne pouvez pas vous le permettre, il vaut mieux agir en conséquence. Je veux dire, le Mexique non plus ne pourrait pas rejoindre une alliance militaire hostile contre les États-Unis, accueillir des bases militaires là-bas ou faire venir la flotte chinoise dans le golfe du Mexique. Ce ne serait pas possible. Heureusement, car c'est la réalité du monde. Je pense que c'est aussi un état d'esprit qui pose problème, à mon avis, en Europe. Parce que, par exemple, les États-Unis viennent d'obtenir ce bail de 99 ans en Arménie. Et, vous savez, cela va évidemment provoquer encore plus de perturbations. Les principaux commentaires que je vois dans les médias et chez les politiciens sont « Oh, c'est formidable ». Cela signifie moins d'influence russe, plus d'influence américaine. Donc, ça veut dire la paix. Je veux dire, tout le concept de sécurité indivisible, c'est-à-dire renforcer la sécurité mutuelle, a un peu disparu. Tout est. L'Amérique est le gentil, la Russie est le méchant. Plus de pouvoir pour les États-Unis dans la région, c'est mieux. Mais bien sûr, tout comme pour Kaliningrad, quand viendra la réaction? Ou, comme vous l'avez dit, si la Russie parvient à installer des missiles et des bases militaires au Mexique, cela ne se traduit pas toujours par plus de sécurité, car les Américains réagiraient de la même manière que les Russes le font actuellement. D'ailleurs, ce n'est pas non plus de sécurité pour les Russes. Non, certainement pas. Et pour nous non plus.
Non, je pense que nous avons déjà vécu cela avec Cuba. Mais vous avez dit auparavant que l'Union européenne avait ses ambitions de grande puissance, que l'objectif dans la guerre en Ukraine était en gros d'affaiblir ou d'éliminer les Russes, mais ensuite de permettre à l'Union européenne d'émerger comme une puissance mondiale aux côtés des Chinois et des Américains. Mais encore une fois, vous êtes membre du Parlement européen. Comment voyez-vous ces ambitions s'exprimer? Est-ce que Je pense que, tout d'abord, l'Union européenne a probablement adopté la position la plus ferme concernant la guerre en Ukraine. Cette guerre aide à unir les États derrière elle. Et si l'on regarde même le dernier mémorandum, qui n'a pas été rédigé par l'Union européenne, mais qui inclut tous les pays européens, je veux dire, même la Slovaquie l'a signé, vous voyez. Il y a donc beaucoup de pression pour maintenir cette unité. Et puis bien sûr, il y a ce mouvement en faveur de la militarisation de l'Union européenne. À mon avis, cette militarisation n'est couverte par aucun des traités que nous avons. Von der Leyen s'arroge des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés par l'Europe, ni par aucun de ces traités, mais ils le font quand même. Et les États ne disent rien, surtout les Allemands, qui ont la plus grande influence là-bas, parce qu'ils estiment que c'est pour eux un moyen d'en faire partie. Et vous savez, l'Union européenne est en grande partie dirigée par les Allemands. C'est une façon d'être à égalité avec les États-Unis et la Chine, et c'est la seule perspective d'avenir que l'Europe pourrait avoir. C'est un avenir militaire, et nous avons un rôle à jouer. C'est pourquoi nous voyons toutes ces dépenses en équipement militaire. Cela ne mènera à rien, je pense que cela conduira à notre effondrement. Notre système de sécurité sociale, qui est en fait l'une des grandes réussites de l'Europe, surtout si on le compare aux États-Unis et à d'autres parties du monde, va s'effondrer. Nous allons donc abandonner quelque chose qui est si important pour nous. Je veux dire, souvenez-vous, Ritter, vous savez, l'homme avec papa et ce genre de choses, a aussi dit que si nous n'abandonnions pas ce système coûteux, comme il l'a appelé, de sécurité sociale médicale, nous ferions mieux d'apprendre le russe, a-t-il dit. Je veux dire, vous imaginez, nous avons des dirigeants qui sont complètement fous. Complètement fous. Je ne sais même pas quoi en dire. ils ne devraient même pas avoir le droit de gérer un stand de limonade? Et pourtant, ce sont eux qui dirigent le plus grand bloc militaire du monde. Il est très intéressant de constater qu'aux États-Unis, que nous avons toujours considéré comme l'État le plus agressif, le moins sophistiqué politiquement, les Européens ont toujours regardé les États-Unis de haut. Mais maintenant, les choses ont changé, et les électeurs ont mis en place quelqu'un qui a dit « plus de guerre ». Je veux dire, quand on regarde les 20 objectifs du programme électoral de Trump, qu'il appelle Agenda 27, il n'y en a vraiment qu'un qui concerne la politique étrangère, et c'est d'éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qu'il dit. Vous savez, il utilise un langage très simple à ce sujet, mais les gens comprennent. C'est ça. Et si Trump se rend maintenant en Alaska, il le fait contre les élites politiques et militaires américaines, très clairement. L'élite de Washington, dans sa grande majorité, n'en veut pas. Les sénateurs n'en veulent pas, et ainsi de suite. Il ne peut le faire que parce qu'il a été élu en tant que président anti-establishment, s'il tient bon. Parce qu'il y a aussi un grand risque ici, que la confiance se brise en quelque sorte. Mais c'est une opportunité, et nous ne l'avons pas. Regardez les élections allemandes. Je veux dire, nous sommes hors d'eux. Wagenknecht est un parti pour la paix. Il n'a même pas obtenu 5%. Vous savez, tous les partis actuellement présents au Parlement allemand, d'une manière ou d'une autre, soutiennent les guerres, le réarmement et toutes ces choses. Même le parti Die Linke dit que la démocratie se défend à la frontière avec la Russie. Je veux dire, ce genre de choses, c'est incroyable.
Et c'est un développement étonnant, et c'est le signe du déclin de l'Europe. C'est un énorme, énorme déclin. On le voit aussi sur le plan intellectuel. Je veux dire, on peut à peine, vous savez, le contrôle de ce que l'on peut dire ou ne pas dire. Il m'est très difficile de publier quoi que ce soit ou de dire quelque chose en public. Tout est tellement contrôlé désormais. Toutes ces choses, vous savez, les sanctions contre des individus par l'UMR, soi-disant pour avoir diffusé de la propagande russe. Je veux dire, le déclin de l'état de droit en Europe, de la démocratie, de la liberté d'expression, est immense dans tout ce contexte. Immense et effrayant. Il est intéressant de voir comment les choses ont évolué, car après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont apparus comme une puissance économique majeure. L'Union soviétique était une puissance surmilitarisée, et cela s'expliquait évidemment par de bonnes raisons après avoir mené la guerre. Mais aujourd'hui, la situation s'est un peu inversée. Désormais, non seulement les Américains, mais aussi les Européens se retrouvent, comme vous l'avez dit, accablés par ce militarisme. Pendant ce temps, si l'on regarde du côté de la Chine, elle est devenue un peu comme l'Amérique des années 50. C'est un miracle économique. Mais comme vous l'avez dit, le problème avec cet excès de militarisme, c'est que, comme on le voit en Europe, nous connaissons un déclin économique, des problèmes sociaux croissants, et même l'état de droit et la démocratie sont en recul. Rien que la liberté d'expression, comme vous l'avez dit, on ne peut plus s'exprimer librement. Eh bien, pas sur tout, mais surtout sur les questions de politique étrangère et de sécurité. Il y a les vérités officielles du gouvernement et puis tout le reste, qui est presque considéré comme une déclaration de trahison. Donc, c'est une voie très dangereuse sur laquelle nous nous engageons. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez dit auparavant, il est un peu étrange que des pays comme l'Allemagne ne saisissent pas cette occasion pour dire « Vous savez quoi, cette politique a été un énorme échec. » Il n'y a aucun avenir là-dedans. Trump s'adapte, il ajuste sa position face aux nouvelles réalités. Mais je ne comprends pas pourquoi rien n'est fait. Parfois, je pense à Machiavel, vous savez, qui écrivait il y a environ 500 ans. Les hommes voient le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit, puis ils sont détruits. Donc, en gros, il s'agit de refuser de voir la réalité telle qu'elle est. Mais l'Allemagne aussi, la transformation de ces dernières années, a été assez extraordinaire. Je pense que la plupart des Européens considéraient l'Allemagne comme celle qui avait tout compris. Elle allait être un acteur pacifique, un miracle économique. Tout semblait organisé. Je sais que certaines choses commençaient déjà à devenir un peu douteuses avant que les Russes n'envahissent l'Ukraine. Mais comment expliquez-vous ces changements massifs? Parce que c'est un peu inquiétant, comme vous l'avez mentionné, avec cette déclaration récente de Merz. On parle ici de guerre avec la Russie. Non, je ne peux pas comprendre. N'arrive vraiment pas à comprendre. Vous savez, il m'arrive parfois d'être invité à certains débats. Et puis, récemment, il y en a eu un avec ces généraux très très belliqueux. Je veux dire, je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. Vraiment, je ne comprenais pas. Vous savez, il y a cette idée de croque-mitaine, selon laquelle le monde entier est contre nous, la Chine est contre nous, la Russie est contre nous, l'Iran est contre nous. Et si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons notre mode de vie. N'oubliez pas que nous sommes à une époque où l'Occident a perdu 2 guerres essentielles. Ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine que nous avons perdue. Israël aussi, qui est notre allié le plus proche, a perdu la guerre contre l'Iran. Je suis convaincu que l'Iran possède désormais l'arme nucléaire. C'est une interview très intéressante que j'ai vue avec un spécialiste des États-Unis. C'est très facile pour eux de le faire, et ils devront le faire parce qu'ils doivent s'attendre à ce qu'Israël attaque à nouveau. Et je pense que cela n'arrivera plus, parce qu'Israël sait que c'est un très petit pays.
Un de ces dispositifs suffit, et Israël serait pratiquement anéanti. L'Iran est beaucoup plus grand. C'est fou. Israël ne peut pas non plus gagner les guerres en Cisjordanie ou à Gaza. Avec le Hezbollah, ils prétendent avoir gagné. Ils ont maintenant tué certains dirigeants, mais le Hezbollah restera le même. Et ils pensaient avoir gagné en Syrie. Et maintenant, ils ont dû bombarder le palais présidentiel de quelqu'un qu'ils avaient aidé à mettre en place au départ. Je veux dire, Israël est entouré de guerres et de conflits. Et dans toutes ces situations, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et l'adversaire le plus puissant, du moins selon leur point de vue, pourrait désormais posséder la bombe nucléaire. Je veux dire, c'est intéressant. Le prince saoudien a appelé l'Iran 2 fois pour exprimer sa solidarité. Le Pakistan a proposé de donner la bombe nucléaire à l'Iran. Je veux dire, ne comprenons-nous pas où en est le monde, que ce genre de choses que nous faisons ne pourra pas continuer. Je veux dire, ces pays existent aussi. Ils représentent 90% de la population mondiale. 90%. Qui sommes-nous? Quand les enfants vont à l'école chez nous, ils voient une carte du monde avec l'Europe au centre. Et l'Europe paraît bien plus grande qu'elle ne l'est en réalité, parce qu'elle est placée au milieu. Nous avons encore cette image de von der Leyen levant le doigt au Parlement et disant, vous savez, maintenant des sanctions secondaires. Si la Chine et l'Inde ne font pas ce que nous voulons, nous les sanctionnerons. Je veux dire, elle ne se rend pas compte que cela ne fonctionne plus. Cela n'arrivera pas. C'est aussi pour cela que les sanctions ne fonctionnent plus. Nous ne contrôlons plus l'économie mondiale. Du moins, pas comme avant. Et je pense qu'il y a quelque chose de positif dans tout cela. Vous savez, les autres pays n'ont pas réagi en créant une OTAN ou une alliance militaire qui nous menacerait. Ils ne l'ont pas fait. Je veux dire, les BRICS sont désormais bien plus importants que le G7 sur le plan économique. Aussi dans la technologie. Je veux dire, toute la technologie se trouve maintenant en Inde et en partie aussi en Russie, mais en Chine, plus en Europe. Vous savez, nous sommes en train de perdre sur tous ces plans. Mais nous investissons de plus en plus d'argent dans la guerre, dans l'OTAN, dans toutes ces choses, au lieu d'aller voir les autres et de dire, écoutez, nous devons trouver une nouvelle façon de vivre ensemble, et nous serons une partie constructive dans tout cela. Ma dernière question portait sur la façon dont vous percevez, étant donné ce qui s'est passé après l'Alaska, puisque vous avez qualifié cela de tournant majeur, l'avenir de l'Europe. Parce que lorsque j'examine l'objectif d'avoir ce moment unipolaire ou une hégémonie collective de l'Occident, je souligne toujours que la principale critique dans les années 90 était que cela serait inévitablement une construction temporaire, car cela coûterait très cher. Avec le temps, nous nous épuiserions, nous nous endetterions, notre légitimité déclinerait, et alors le reste du monde commencerait à s'équilibrer collectivement contre nous. Aujourd'hui, vous constatez que cela s'est produit. Je veux dire, les Américains ont maintenant une dette de 37 000 milliards de dollars. Cela se manifeste par des problèmes socio-économiques, avec une polarisation politique, un manque de légitimité des médias et des politiciens. Tous les problèmes que nous constatons aujourd'hui. Mais aussi, le reste du monde s'engage dans cet équilibre collectif parce qu'il ne veut pas être maintenu à l'écart pour préserver ce système hégémonique. Et plus l'hégémonie tente de s'affirmer, plus le système international commence à s'équilibrer. On le voit actuellement avec ces menaces de sanctions secondaires contre l'Inde, un pays qui souhaite vraiment s'entendre avec l'Occident. Maintenant, ils réalisent qu'ils vont devoir apprendre à moins dépendre de l'Occident, parce que nous transformons cette dépendance en arme. Il semble donc que le reste du monde soit en train de perdre confiance en l'Europe. Parfois,
Nous donnons vraiment l'impression d'être la personne un peu folle dans la pièce. Les Américains veulent se tourner vers l'Asie. Les Russes veulent aussi se concentrer davantage sur l'Asie. Quel est l'avenir de l'Europe dans tout cela? Car il est très difficile de voir comment l'Europe va trouver sa place dans ce nouveau monde multipolaire. Nous continuons à nous battre pour restaurer ce moment unipolaire. Mais ce faisant, nous ne faisons qu'inciter le reste du système international à résister et à se découpler dans une large mesure. Je ne sais pas. Avez-vous des pensées optimistes, peut-être, sur les perspectives d'avenir? Le but même de l'Union européenne est d'accepter qu'il y aura un monde multipolaire. La seule conclusion qu'ils en tirent, c'est que dans ce monde multipolaire, ils doivent être l'une des 3 superpuissances. C'est comme ça. Donc on admet déjà que le monde unipolaire n'existera plus. Mais c'est aussi pour cela que nous adoptons ces attitudes très agressives. Et cela n'arrivera pas. J'ai 4 enfants. J'attends maintenant mon 5e petit-enfant et je pense que j'en aurai 9 avant de partir dans une boîte. Je suis donc très tourné vers l'avenir et je vois l'avenir de l'Europe comme extrêmement sombre. Extrêmement sombre. Parce que le déclin économique que nous observons en Europe va s'accélérer. Nous ne pouvons pas survivre si nous ne nous entendons pas avec l'Asie. Si maintenant l'Asie est coupée par la Russie, qui contrôle toute la ligne de la mer de Bering à la mer Noire, et que nous pensons qu'à travers l'Arménie, nous avons une échappatoire ou quelque chose du genre, c'est complètement fou. Nous avons besoin de la Russie pour ses matières premières, pour l'énergie et aussi pour le commerce. Nous avons besoin d'accéder à l'Asie centrale, à l'Inde, et nous avons besoin du pont terrestre vers la Chine. Et pourtant, nous faisons tout pour bloquer cela. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, je suis en train d'écrire un livret sur la Charte des Nations Unies, parce que je pense que la Charte des Nations Unies, et je suis un grand défenseur de la Charte des Nations Unies, aussi parce que j'ai été dans tant de pays en guerre. Et vous savez, vous gardez ce petit livret pratiquement sous votre oreiller, parce que si vous ne l'aviez pas, vous n'auriez aucun système de valeurs auquel vous rattachez. Aucune raison pour laquelle il devrait y avoir des négociations. Pourquoi nous avoir la paix? Nous, en Europe, avons complètement ignoré la Charte des Nations Unies. Nous parlons de l'ordre fondé sur des règles. Cela n'existe pas. L'ordre fondé sur des règles n'est jamais reconnu par aucun pays, à l'exception des pays de l'OTAN. Et pour eux, l'ordre fondé sur des règles signifie que vous fixez les règles, vous faites ce que vous voulez, mais vous insistez pour que nous fassions autre chose. Cela ne fonctionne pas. Nous devons revenir à la Charte des Nations Unies, qui est largement soutenue. Je veux dire, si vous regardez les documents fondateurs des BRICS, c'est la Charte des Nations Unies qui est mise en avant. La non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Et donc, tous ces principes issus de la Charte des Nations Unies, où les retrouvons-nous en Occident? Nous en avons bien plus besoin. Et pour une raison très simple. Le développement des systèmes militaires et la rapidité avec laquelle ils peuvent désormais être déployés ne permettent plus de considérer la guerre comme une solution au conflit politique. Nous devons donc revenir à la charte, qui dit que nous devons négocier nos conflits et tout essayer, les tribunaux internationaux, tous les moyens possibles, mais toutes les mesures de consolidation de la paix pour prévenir la guerre. Nous continuerons à avoir des conflits entre États, mais nous ne devons pas les laisser mener à la guerre. Ce sera donc un livret, et je le ferai aussi en anglais. J'ai hâte de voir ça. Et oui, eh bien encore une fois, je pense que c'est là le problème, désormais, pour les Européens. Nous nous isolons du reste du monde, notamment de la Russie et de la Chine, mais apparemment aussi de l'Inde, ou du moins de plus en plus. L'Afrique également. Regardez ce qui se passe en Afrique.
Cela conduit à une dépendance excessive envers les États-Unis, au point qu'il devient pertinent de parler de l'Europe comme d'un vassal. Mais les Américains eux-mêmes ne veulent même pas être ici. Ils veulent aller en Asie. C'est donc une position terrible dans laquelle se trouver. Je ne comprends pas la stratégie derrière cela. Et c'est pourquoi je suis un peu inquiet lorsque je parle aux membres du Parlement européen qui ne la comprennent pas non plus. J'espère donc qu'il y aura une certaine remise en question stratégique et une adaptation au monde tel qu'il est, la réalité. Car je pense que cela prend une très très mauvaise direction, et très rapidement. Mais j'espère vraiment que vous avez raison, et que cet Alaska sera un véritable tournant. Permettez-moi de dire que, vous savez, je trouve le Parlement européen très difficile. C'est un Parlement extrêmement pro-guerre. Et j'ai maintenant créé avec quelques amis un groupe de travail sur la paix. Et croyez-le ou non, il n'y avait aucun groupe de travail parmi tous les groupes de travail qu'ils ont sur la paix depuis 8 ans au Parlement européen. Apparemment, la paix n'est pas un sujet pour eux. Et en plus, nous n'avons pas obtenu l'accord, donc nous devons l'appeler un groupe de travail informel sur la paix, ou peu importe comment on l'appelle. Vous savez, cela signifie que nous n'en tirerons aucun argent. Tout cela est très très difficile. Je pense qu'au début de l'année prochaine, si nous pouvions entre plusieurs parties élaborer un manifeste, rien de plus que 2 ou 3 pages, où nous réfléchirions au type d'Union européenne que nous voulons avoir. Et bien sûr, il doit s'agir d'une Union européenne qui ne soit pas militarisée, qui recherche la paix et tout le reste. Et peut-être que je vous demanderai de m'aider à rédiger ce fichu document, car il doit vraiment aller droit au but. Et je pourrais bien sûr, en tant que député, présenter ce document au Parlement comme un document du Parlement. C'est la seule force que j'ai. Et il faut que nous changions. Le moment n'est pas encore venu pour eux de penser différemment. Mais avec Alastair, nous nous rapprochons beaucoup plus de l'idée qu'il doit y avoir une remise en question, y compris au Parlement européen. Essayons donc de voir si nous pouvons avoir un impact à ce sujet. Oui, eh bien, nous sommes heureux de participer. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions sur ce sommet très important. Je pense que trop de gens l'ont peut-être écarté parce qu'il n'a pas apporté la paix immédiatement. Mais je crois que ce sera un processus très long. Néanmoins, je pense que c'était un début très important. Donc merci encore. Je te verrai la prochaine fois aux Pays-Bas. Oui. Je pourrais y passer très bientôt en fait. Et envoie-moi ton adresse email, et ensuite je le ferai. Oui, d'accord. Merci beaucoup, merci.